Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre un peu différent. Je suis en déplacement et j'ai un petit peu de temps libre et je me suis dit c'est le moment idéal pour coincer un moment de YouTube, enfin YouTube tout simplement pour filmer en fait ma vidéo du bilan lecture du mois de mai. Donc ça y est, je vais enfin vous parler de toutes les œuvres, puisqu'il n'y a pas forcément que des romans, mais donc de tout ce que j'ai lu au mois de mai, parce que là je commence à oublier certains éléments et je me dis il faut vite que je filme parce que sinon ça va être trop tard pour vous parler de certains bouquins. Donc ça y est, je vais vous en parler. J'ai pas les bouquins avec moi, cela dit, donc je les incrusterai ici ou là pendant que je parle pour que vous voyez bien quelle est l'heure en question. On commence avec ma première lecture du mois qui était un service de presse. J'ai donc reçu de la part d'Elie Barbati son roman Space Nova. Donc il s'agit d'un premier tome d'une trilogie, celui-ci s'intitule La tombée de l'aurore. Et bref, je vais vous faire un résumé rapide mais j'ai adoré. Donc déjà au niveau du genre, on est sur de la SF, mais aussi du space opéra, puisque on a vraiment donc un univers qui est basé dans la galaxie, dans l'univers, avec donc des vaisseaux, et vraiment l'auteur prend le temps de vraiment nous décrire ce monde-là, cet univers-là, les différents systèmes qui font que ce monde-là fonctionne, on va dire, tout ce système. Et on a aussi de l'horreur, plus ou moins, puisque on va avoir de l'action et puis surtout beaucoup de tension, puisque des créatures vont faire irruption. Mais donc pour le résumer, l'histoire se déroule sur la station coloniale SCS Pollux, qui est une station qui abrite plus de 200 000 civils et qui se dirige vers une autre station. De ce que l'on comprend, les hommes ont quitté la Terre, ils ont décidé de partir justement conquérir l'espace et justement essayer de coloniser d'autres planètes. Il y en a notamment une qui est en attente, qui est en cours de, comment je pourrais dire ça, de colonisation, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas encore d'humains, parce qu'elle n'est pas encore habitable, mais il y a des travaux qui sont réalisés dessus pour essayer de la rendre accessible à l'homme et pour que l'homme puisse s'y implanter. Mais donc on est sur cette station coloniale, on a différents personnages que l'on va suivre au fur et à mesure, notamment Sarah ou Lohan, pour n'en citer que quelques-uns. Et en fait, dès le départ, c'est-à-dire dès le premier chapitre, la station coloniale bascule dans l'horreur, puisque une attaque a lieu. On ne comprend pas trop, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais très vite, en fait, quand même, on se rend compte que il y a une, puis en fait, plusieurs créatures. On ne sait pas si elles sont, enfin, si sont par exemple des formes de vie extraterrestres, ou est-ce que ce sont des armes biologiques, enfin, qui sont, qu'est-ce que c'est que ces créatures, d'où elles viennent, pourquoi, enfin, comment elles sont arrivées là aussi, et comment elles fonctionnent, parce qu'elles sont en train de décimer la station qui vraiment est en train de sombrer. Donc on va suivre des jeunes personnages, hein. Donc on a Sarah, Lohan, Nathan ou Damon qui est un peu plus âgé, il doit avoir je pense la trentaine ou début de quarantaine. Et ces personnages-là vont se retrouver vraiment confrontés à cette créature-là de plein fouet. Alors on lui donne différents surnoms, il me semble qu'il y a la faucheuse notamment parmi ces surnoms-là. Mais donc ils vont se retrouver confrontés à cette créature et comme ils vont, du moins, c'est pas forcément du spoil, mais vous en doutez bien, ils vont y survivre en tout cas au début. Ils vont, quand ils vont se confronter, ils vont quand même réussir à s'en sortir. Les, on va dire, gouverneurs vont décider de s'appuyer sur eux en partie quand même pour essayer un peu de comprendre l'origine de ces créatures-là et puis surtout comment les vaincre, comment les battre. Donc pour mon avis, j'ai adoré, vraiment. Donc c'est de l'auto-édition, mais enfin, je dis pas que c'est pas le cas forcément quand c'est de l'auto-édition, mais là, on sent quand même qu'il y a eu un travail de fou furieux sur cette œuvre. C'est quand même une sacrée brique, hein, ça fait un peu plus de 500 pages, mais l'auteur vraiment a tout construit de A à Z. Je sais que ça peut faire peur ou fuir certains, mais sincèrement, je suis la première à pas forcément trop aimer ça ou à très vite me perdre dans tous les différents noms, etc. Mais l'auteur, donc comme il nous développe très bien l'univers, donc par exemple, quand il y a un vaisseau, il va nous décrire le vaisseau, etc. Je vous rassure, c'est pas des descriptions que je trouve trop longues, c'est-à-dire que pour moi, c'est suffisant pour qu'on se représente dans notre imaginaire l'objet en question, mais sans que ce soit trop barbant ou trop long, quoi. Vraiment, c'est juste ce qu'il faut.
Et comme on est dans un univers un peu futuriste, hein, on a aussi des objets qui n'existent pas dans notre monde à nous, et donc des objets qui vont avoir des noms complètement inventés. Mais une fois de plus, on n'a pas trop de vocabulaire. Je pense que quand même on doit en avoir peut-être une vingtaine, peut-être un peu plus dans tout le roman. Je rappelle quand même que c'est plus de 500 pages, donc c'est quand même costaud. Donc au final, 20 ou 30 mots sur 500 pages, est-ce que c'est tant que ça? Je trouve pas. Mais donc vraiment, on a un univers très solide, très bien construit par l'auteur, très bien développé et présenté. Donc déjà ça, pour avoir une histoire cohérente, c'est parfait. Les personnages en eux-mêmes, je les apprécie énormément parce qu'en fait, on n'a pas des personnages qui, comment dire, sont bêtes, mais vous savez, qui, dans la panique, font n'importe quoi, ou que, voilà, ils prennent des décisions qui font que le scénario, forcément, il prend une direction, on se dit, mais enfin, c'est trop gros. Non, non, vraiment, on a des personnages rationnels, raisonnables, qui réfléchissent un minimum quand même, qui suivent leur instinct de survie, mais heureusement, leur instinct de survie est quand même assez bien développé, on va dire, et puis voilà, il leur fait pas faire des choses complètement stupides. Donc ça, j'ai bien aimé. Ils ont leurs faiblesses, leurs forces, voilà, et donc j'aime beaucoup aussi l'esprit de groupe qu'il y a, parce que vraiment après, très rapidement, on voit qu'en fait, ils forment une équipe, et j'ai beaucoup aimé leur relation entre eux et comment ils se complètent. On a Nathan que j'ai beaucoup aimé. Nathan, c'est en gros une sorte de médecin. Et en fait, c'est un peu le comic relief de ce roman, puisqu'il est très comique. Et donc, il permet justement d'équilibrer un peu, qu'on ne soit pas tout le temps dans le stress et la tension, et justement d'avoir ces petits moments parfois où on relâche la pression, en même temps que les personnages, parce que on sait que ce qui arrive après, ça va repartir sur du très violent. Et la tension, pareil, et là, elle est palpable. On a vraiment du suspense, on a des révélations très surprenantes. Enfin, il y a des éléments du scénario, personnellement, je ne pouvais pas les deviner. Je pense que n'importe qui ne pourrait pas les deviner, à moins de connaître à la base l'univers, mais à part l'auteur qui connaît cet univers-là, puisque c'est lui qui l'a créé dans son esprit, personne. Donc, non, vraiment, c'est très bien fait, très cohérent. Les rebondissements nous donnent envie de lire la suite. Le fait aussi que les chapitres soient très courts et qu'à chaque fin de chapitre, il se passe, ou du moins qu'il y ait un nouvel élément, que ce soit une révélation ou une action ou quelque chose qui arrive, ça fait qu'on a envie de continuer, et donc on enchaîne très vite, très rapidement les chapitres. La fin du tome 1, No Comment, c'est une révélation énormissime, avec une nouvelle, comment dire, mise à jour de la situation, un nouveau lieu, un nouveau contexte, et donc on se dit qu'il va se passer énormément de choses, encore une fois de plus. J'ai adoré. Si vous aimez la science-fiction, foncez, parce que vraiment, je sais que certains n'aiment pas l'auto-édition, ou disent auto-édition égale mal écrit parce que c'est pas publié dans une maison d'édition. Mais franchement, c'est l'un des meilleurs romans d'auto-édition que j'ai pu lire, donc foncez, juste foncez. On continue, alors là on change complètement de genre, puisque là on part dans le roman historique. Mais j'ai lu La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy. Et j'ai encore une lecture que j'ai adorée. Vraiment. Presque un coup de cœur comme le roman précédent. Donc pour l'histoire, on est vraiment sur un roman historique, puisque c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que les personnages dont nous faisons la rencontre dans ce roman ont existé. Et ici, nous suivons la voisine, ou du moins c'est le nom qu'on donne à cette personne, qui était considérée à l'époque comme une sorcière, une empoisonneuse, mais aussi une sage-femme, qui était d'ailleurs son premier métier à la base, c'était une sage-femme. Donc on suit la voisine et sa fille, Marie-Marguerite, qui, malgré elle, se retrouve au milieu des aventures de sa mère, qui va l'utiliser justement pour ses affaires. On a l'époque du roi Soleil, et donc la voisine, en fait, voit que quand même, ça marche bien de vendre des petites potions, de dire aux gens, voilà, de faire un peu l'oracle, de dire aux gens quel va être leur avenir, de donner des conseils sur comment faire ci, comment faire ça, voilà, par exemple, comment reconquérir son mari, enfin. Et donc petit à petit, elle va se détourner de son métier de sage-femme. Ce qu'elle va vraiment développer, c'est tout un réseau, en fait, et qui va cartonner. C'est-à-dire qu'au début, elle commence juste en lisant les mains des personnes, en leur expliquant ce qui va leur arriver,
comment faire pour changer certaines choses, etc. À petit, vraiment de la manipulation et vraiment à devenir un peu comme un gourou, je dirais, quoi, où vraiment va dire aux gens, bon bah, je vais te concocter une potion qui va permettre de faire en sorte que ton mari retombe fou amoureux de toi, et puis vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure, elle va vraiment se détourner et prendre un chemin vraiment qui va dire aux directions des enfers, quoi, puisque elle va carrément après créer des potions et qui sont en fait juste des poisons. Et donc elle va être complice ou coupable carrément de meurtre. Ça va aller très très loin, ça va aller dans des trucs assez sales même, honnêtement. Quand je lisais le roman, parfois je me disais, mais comment ça a pu... Enfin, j'arrive pas à y croire, quoi. Comment quelqu'un a pu faire ça? C'est horrible. Mais donc, comme la voisin étend de plus en plus son pouvoir, en fait, et son emprise sur les gens, puisque vraiment les gens y croient, les gens demandent de ses conseils, demandent ses potions, ses poisons, ses remèdes, enfin, ils viennent de plus en plus, ça va attirer la noblesse. La noblesse va avoir des échos de la voisin. Et la noblesse, enfin plein de personnes de la noblesse vont finir par venir la voir et la consulter elle-même, ce qui fait que la voisin va se retrouver d'une certaine façon très proche du roi, mais indirectement, puisque lui ne connaît pas son existence. Mais des personnes très proches du roi viennent la consulter, lui demander des poisons et autres potions. Et donc, elle va vraiment avoir une position de pouvoir immense, mais c'est malheureusement ce qui va forcément, vous en doutez, mener à sa chute. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une partie narration où donc on suit à la fois la voisin, mais surtout Marie-Marguerite, parce que malgré tout, la vraie focalisation est sur Marie-Marguerite, qui est au milieu de tout ça. Donc on a cette temporalité-là où on est à l'époque quand la voisin a commencé ses affaires et ainsi de suite. Et puis on a une partie épistolaire où en fait on suit les lettres de Marie-Marguerite, puisque ce n'est pas un spoiler, vous verrez, c'est vraiment le début du roman et c'est même le résumé. Mais donc la voisine forcément se fait attraper, est condamnée, on lui coupe la tête et on la brûle, puisqu'on la considère comme une sorcière. Et ce qui se passe, c'est que Marie-Marguerite est également accusée de sorcellerie, forcément, puisque c'est sa fille. Donc on pense qu'elle était complice des agissements de sa mère. Et donc on va avoir toutes les lettres qu'elle va écrire. Alors je sais plus si c'est pas un procureur en soi, mais c'est un policier qui se charge en fait de cette chasse aux sorcières, puisque vraiment il y a eu cette chasse aux sorcières à l'époque du roi Soleil, où des centaines de personnes ont été arrêtées, accusées et condamnées. Plein ont été tués, que ce soit brûlés vivants, la tête découpée, etc. Des personnes ont été torturées pour révéler des informations. Enfin, c'était vraiment un massacre, quoi. Le roman lui-même n'est pas sanglant dans le sens où on vous décrit... on vous décrit quand même quelques scènes un peu violentes, mais il n'y en a pas tant que ça qu'on vous décrit. Par contre, on vous dit ce qui s'est passé ou ce dont la voisine était accusée, et ça peut un peu choquer quand même. Et le vocabulaire aussi est cru, c'est-à-dire que quand la voisine s'exprime, elle est assez vulgaire. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé parce que justement, enfin, je me dis, si Isabelle Duquesne n'avait pas écrit comme ça, j'aurais pas eu j'aurais pas eu comment dire, l'univers n'aurait pas été dépeint aussi bien que ce qu'elle a fait là, en fait. Ça aurait pas été aussi, ça m'aurait pas paru aussi authentique également. J'ai adoré cette lecture. Je compte maintenant lire d'autres romans d'Isabelle Duquesnoy. J'ai découvert un, un aspect et une partie de l'histoire française que je ne connaissais absolument pas et que je ne soupçonnais même pas d'avoir existé. Ça m'a à la fois fascinée et en même temps ça m'a terrifiée. Et ça m'a rappelé à quel point, quand même, non, depuis toujours, l'homme est capable d'atrocité, de cruauté. Et puis surtout, l'homme est très égoïste parce que, certes, la voisine a commis tous ces actes-là, mais c'est pas elle qui a proposé aux gens de base, c'est les gens après qui venaient la voir qui lui demandaient je veux que tu tues telle ou telle personne, je veux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Elle, en réalité, à la fin, elle est surtout devenue une exécutante. Après, malgré tout, c'est elle qui a lancé cet engrenage-là, mais il y avait cette demande très forte et très importante. Elle était, mais vraiment, que ce soit les pauvres ou les riches, tout le monde voulait qu'elle fasse quelque chose pour eux. Je recommande vivement, si vous aimez les romans historiques, vous ne l'avez pas encore lu, mais
foncez. Et si vous avez envie de découvrir cette histoire complètement folle, quoi, irréaliste et pourtant vraie, ben pareil, foncez, quoi. On continue très rapidement avec une BD avant de continuer sur un autre roman. Je vais en parler très brièvement parce que je vous ai déjà parlé des tomes précédents dans d'autres vidéos, mais j'ai lu le tome 4 de Fille unique et c'était mieux. Le niveau, on va dire, est remonté. C'était plus réaliste et puis moins tiré par les cheveux, donc j'ai vraiment préféré. Là, on suit Apolline cette fois-ci, qui est une sportive et qui, en fait, vit dans une famille qui a l'air quand même franchement bien friquée, mais avec des parents intellectuels et qui en fait voudraient que leur fille soit comme eux. C'est des parents franchement insupportables qui sont très rabaissants avec elle, pas du tout valorisants. On suit son parcours de vie à elle et comment petit à petit elle va finir par réussir à mieux vivre cette situation-là familiale, notamment en s'affirmant puisque comme elle a des parents qui tout le temps veulent lui apprendre des choses et puis qui les déçoit entre guillemets tout le temps et qui sont jamais aimants ni rien, c'est le genre de personne qui du coup veut tout le temps rendre service aux autres, faire ce qui leur plaît et pas ce qui lui plaît à elle. Et donc les filles vont essayer de l'aider pour s'affirmer et vivre pour elle en fait et pas pour les autres. Donc j'ai bien aimé, c'était bien fait, bien ficelé. Le dernier tome, le tome 5 que je vais lire normalement en juin, va clôturer cette histoire et puis surtout va donner beaucoup d'éléments de réponse. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, j'ai un peu peur, je vous avoue, au vu de la révélation du tome 4, que le dernier tome reparte un peu comme les précédents sur des trucs trop tirés par les cheveux, un peu trop perchés et pas assez réalistes. Je pense franchement que c'est des tomes qui peuvent se lire séparément, donc à choisir, je vous conseillerais vraiment pour le moment de lire le tome 1 et le tome 4 plus que les autres, le tome 2, le tome 3, bof bof. On continue, alors là c'est le dernier roman du mois de mai que j'ai lu, il s'agit de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Et déception, j'ai pas aimé, oui non j'ai pas trop aimé, j'ai pas aimé. Pourtant c'est un roman qui a plein de bonnes notes, j'avais entendu que du bien, et j'ai pas aimé. Et je vais vous dire pourquoi, mais d'abord le résumé très rapidement. On suit Jack qui vit à Édimbourg vers la fin du 19e siècle, si je me rappelle bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sa mère l'amène auprès d'une femme que certains pourraient peut-être considérer comme une sorcière, qui fait parfois, qui sauve des vies parfois, mais en faisant des sortes de greffes un peu particulières, qui aide des femmes à accoucher, notamment des prostituées ou des femmes qui veulent abandonner leur enfant, etc. Et donc Jack naît, mais le jour le plus froid du monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son cœur se gèle et donc ne fonctionne plus. Et donc cette femme, alors j'ai oublié son nom, mais qui donc lui sauve la vie, va en fait lui mettre un sorte de mécanisme d'horloger pour en fait l'aider à vivre et vraiment ça a comme la fonction de comme si c'était un cœur qui battait. La mère de Jack le laisse auprès de cette femme et donc cette femme-là en question devient sa mère. Il vit auprès d'elle pendant des années et des années, jusqu'à à peu près l'âge de 10 ans. Puisque ce qui va se passer, c'est que Jack, un jour, en sortant avec elle, va tomber sur une jeune fille qui a à peu près le même âge que lui, qui danse et qui chante, et il tombe sous son charme. Sauf que, catastrophe, son horloge s'emballe et il se sent pas bien, et en même temps trop bien, il ressent plein d'émotions très fortes, et il sent que son horloge commence un peu pas à dérailler, mais à dysfonctionner. Et là, sa mère adoptive, en fait, lui explique que en fait, il ne peut pas, mais elle lui disait déjà ça avant, en fait, qu'il ne peut pas tomber amoureux et qu'il surtout, il ne peut pas ressentir d'émotions trop fortes car ça risquerait de le tuer. Il ne faut surtout pas qu'il, ressente d'émotions intenses parce que son horloge ne serait pas capable de le supporter. Et donc là, quand elle voit la réaction qu'il a face à la fille, elle le menace et lui dit mais il faut surtout pas, attention, non, non, non. Sauf que c'est trop tard. En fait, il a eu le coup de foudre, Jack, et il veut à tout prix retrouver cette fille. Donc il mène son enquête, il finit par apprendre qu'en fait elle est dans une école et donc il veut aller dans cette école pour la retrouver et ainsi de suite. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler. Mais donc pourquoi je n'ai pas aimé j'ai pas aimé parce que on parle d'enfants de 10 ans et après de 14 ans d'une façon qui me dérange un peu.
Je sais que factuellement, à 10 ans déjà, ça peut travailler un peu la sexualité chez les enfants et tout, et qu'on peut déjà commencer à se chercher. Pas de souci. Mais en fait, ça me dérange quand même parce que, je sais pas, ils sont vachement sexualisés, surtout la fille, puisqu'on a le point de vue de Jack, donc Jack fantasme sur elle, etc. Et en fait, bah, cette sexualisation-là m'a dérangée. En plus, la façon dont c'est fait, comment dire, euh, ça me paraît pas réaliste parce qu'en fait, que ce soit à 10 ans, à 14 ans, même au 19e siècle, les gens, mais donc les enfants, ne réfléchissaient pas et ne pensaient pas comme des adultes. Vraiment, là, c'est trop. C'est-à-dire que le Jack, il parle tel un grand poète et pense tel un grand poète et il comprend tout au monde, à la vie. Et je sais qu'il y a des enfants qui sont prématurément extrêmement matures. Mais là, c'est trop, c'est vraiment trop. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir, que ce soit lui ou la fille, des personnes de 30 ans qui ont de grandes expériences de la vie et qui savent comment le monde fonctionne, qui sont en plus très conscients de leurs émotions ici et nana, et puis qui font des grandes déclarations. Enfin, non, ça en fait, ça a été un énorme frein pour moi. Je pouvais pas. C'était vraiment trop, trop, trop. Euh, c'est terrible, mais même la poésie de l'auteur en lui-même, enfin en elle-même du moins, le fait que on ait très souvent des métaphores, ça m'a pas, enfin, j'ai pas été assez réceptive à ça, ça m'a pas emballé, transcendé. Parfois, je trouvais que c'était un peu trop, enfin, c'était juste de la poésie pour faire de la poésie. J'ai pas été conquise, voilà, ça m'a pas convaincue. J'ai détesté, c'est que voilà, donc on a des gamins de 14 ans après qui sont ultra matures, no comment ils parlent et ils agissent comme des adultes, mais en même temps, euh, ils font des quiproquos pour rien et ils communiquent super mal en fait. C'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas, c'est-à-dire que les vrais trucs importants, ben on se les dit pas, on est là, on attend comme ça, il y a la personne en face de nous et puis elle part et au lieu de lui dire juste la vérité, que du coup tout serait résolu et tout irait trop bien, ben on le fait pas. Enfin, et du coup à la fin c'est horrible, mais j'ai fini par me dire, ben bien fait pour certains personnages, ça tu le mérites parce que t'es trop chiant quoi. Enfin, donc non, c'est terrible, mais je n'ai pas du tout accroché. J'ai pas été sensible à la poésie de l'auteur. Je me suis absolument pas attachée au personnage. Et puis surtout, ça me paraît pas impossible, mais en tout cas pas du tout cohérent quoi. On termine avec ma dernière lecture. Alors je triche un peu parce que le tome 1 je l'ai lu en mai, mais le tome 2 je l'ai lu début juin, mais je triche, je le rentre dedans, je le mets dans le même panier parce que je vais pas vous faire, je vais pas vous donner mon avis détaillé sur chaque tome, je vais parler de l'ensemble, donc des deux tomes, sachant que c'est une trilogie, donc le tome 3, il n'y a pas encore de date annoncée, il me semble, pour sa sortie, puisque le tome 2 vient juste de sortir, il est sorti le 7 juin. Mais voilà, c'est juste une trilogie. Donc j'ai lu Vermine de Salvia et Corgier. Salvia, ça va peut-être vous dire quelque chose. Si vous avez regardé déjà ma vidéo book haul, vous l'aurez vu cette BD. Mais aussi, j'avais lu In Memoriam il y a quelques mois et je vous en avais parlé dans un bilan lecture. L'histoire, grosso modo, on est à la Nouvelle-Orléans et on suit Marcus Garner, qui est membre d'un gang et qui, du jour au lendemain, c'est pas un spoil du tout, va se faire assassiner par un gang rival. Sauf que, bah, au lieu de mourir et bah, soit ne plus tout exister ou être dans l'au-delà ou je ne sais quoi, il se retrouve sur Terre, mais en fait, c'est pas vraiment son monde à lui parce qu'en fait, bah, il y a des créatures, il y a des monstres, il y a des trucs. Et en fait, il va très vite se rendre compte qu'il s'est retrouvé dans un monde parallèle. Et ce monde parallèle-là, en fait, on l'appelle les coulisses. Et le monde d'où lui il vient s'appellerait la scène. Et en fait, il va donc se retrouver confronté à ce qu'on en appelle des vermines, ces fameuses créatures. Certaines veulent le tuer, il comprend pas trop pourquoi, et puis il y en a une qui s'appelle Grey et qui va à tout prix le sauver et qui va en fait très vite lui expliquer bah, pourquoi il s'est retrouvé dans ce monde parallèle-là, et puis pourquoi malgré lui il se retrouve impliqué dans de nouvelles histoires. Je vous en dis pas plus pour vraiment pas spoiler l'histoire, mais
il y a tout un lore autour justement de ces deux mondes-là qui coexistent. Pourquoi justement il y a cette scène, le monde des humains, et puis les coulisses avec les vermines, quel est leur lien ensemble, qui a créé tout ça, parce qu'en fait il y a carrément de la mythologie là-dedans, mais pas de la mythologie grecque ou quoi que ce soit, enfin vous verrez c'est vraiment tout créé et inventé par l'auteur lui-même. Mais j'ai beaucoup aimé ça justement, donc on bascule dessus sur mon avis. Tout l'aspect mythologie, le lore en fait de l'univers, j'ai bien aimé. Petit à petit en fait, on nous donne les infos, on nous explique le pourquoi du comment, avec de nouvelles révélations. Et donc petit à petit, on comprend certains aspects, on se pose de nouvelles questions. Et puis l'ensemble paraît franchement cohérent, j'ai bien aimé. Les personnages en eux-mêmes sont plutôt agréables, voire même drôles. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que justement, comme ce que je disais pour Space Nova, on a des moments un peu où on relâche la pression parce que quand même dans cette bande dessinée, il y a de l'action et puis il y a un peu cette course-poursuite, cette course contre la montre où bah, on a des ennemis, ils ont un objectif, mais nous aussi on a un objectif, il est plus ou moins... Enfin, il se rejoint parce que en fait, on veut obtenir ou faire quelque chose, mais sur le même truc, mais nos agissements ne sont pas du tout les mêmes, n'auront pas les mêmes conséquences, donc il faut être le premier arrivé, il faut vite agir, vite comprendre ici et ça. Donc il y a toute cette tension-là, plus les tentatives de meurtre, etc. Et on a ces moments justement très cocasses ou comiques où justement, bah, on souffle un peu avant de retourner se battre. J'ai bien aimé, honnêtement, j'ai préféré le tome 2 parce que le tome 1, c'est vraiment plus... Enfin, il y a moins d'action parce que on pose un peu plus les bases. Il faut quand même qu'on passe par cette case-là parce que sinon, vraiment, en tant que lecteur, on comprendrait pas du tout ce qui se passe. Donc, s'il n'y avait pas le tome 1, ce serait trop cafouille en fait, ce serait pas clair, ce serait pas net. Mais du coup, dans le tome 2, d'un seul coup, on a plus d'action et d'un seul coup, l'histoire avance beaucoup plus vite. Et la fin est trop cool. Enfin, ça donne trop envie de lire le dernier tome parce qu'on se dit, waouh, là, il va se passer vraiment des gros trucs de fou. Et puis, on se questionne, on se dit, mais est-ce que ça va bien se terminer honnêtement? On en doute vraiment et on se dit, mais il est possible qu'on ait une mauvaise fin. Et je vous avoue que même cette perspective-là d'avoir une mauvaise fin ne me dérange pas du tout parce que j'aime bien justement quand parfois on n'a pas la fin qu'on voudrait avoir, que justement ça se passe pas comme prévu. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Donc, on est sur du fantastique, j'ai pas précisé, genre, vraiment, c'est du fantastique, puisque on a un personnage qui vit dans notre monde à nous, le monde normal, humain, où il n'y a pas d'extraterrestres ou de trucs surnaturels qui existent à première vue. Mais justement, le surnaturel fait irruption. Ça y est, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc, au bilan, j'ai lu, si je dis pas de bêtises, 3 romans et 3 BD. Donc, c'est plutôt pas mal comme bilan pour quelqu'un qui à des semaines très chargées. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me donner vos opinions ou vos avis sur certains des romans ou même des BD que j'ai lus, si vous les avez lus également, si ça vous donne envie. Si vous avez des questions pareil, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous pour le faire? On se retrouve très prochainement donc pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.